Bonjour. Ce second module va porter sur la classification des cristaux. Il existe différents corps cristallins dans la nature. La glace, le diamant, l'or, le sel de cuisine, etc. Le sucre. Pour leur classement, on se basera sur la nature des liaisons entre les éléments constitutifs du cristal. Ainsi, on peut donc distinguer trois types de cristaux. Des cristaux métalliques, des cristaux ioniques et des cristaux covalents. Cependant, il existe de nombreux cristaux au sein desquels les liaisons ne sont pas de la même nature. Ces cristaux sont dits hétérodesmiques. Et lorsque les liaisons sont de même nature, le cristal est dit homodesmique. Parmi les solides homodesmiques, il y a certaines au sein desquelles les liaisons, quoique de la même nature, n'ont pas la même force. Ils sont dits anisodesmiques. Et lorsque ces liaisons ont la même force, ils sont dits isodesmiques. Passons à présent à l'étude des structures compactes. Considérons que le motif cristallin soit inscrit dans un cercle ou qu'il soit tout simplement une sphère, cas par exemple des métaux. La structure compacte se construit à partir d'une superposition de plans compacts de sphères. La compacité de chacun de ces plans est définie de sorte que chaque sphère soit tangente à 6 autres sphères dont les centres définissent un hexagone régulier centré sur le centre de la sphère centrale. En matière de représentation, on peut distinguer le modèle compact du modèle éclaté. On peut donc dénombrer trois étapes lors de la construction d'une structure compacte. L'étape 1, les sphères de la première couche, identiques aux autres couches, se placent de telle sorte qu'elles soient les plus compactes possibles. Étape 2, une deuxième couche de sphères identique à la précédente est posée de telle sorte à former un empilement le plus compact possible. Chaque sphère de la deuxième couche est placée dans un creux de la sphère de la première couche, de sorte à former une lacune tétraédrique avec les trois sphères de la première couche sur laquelle elle repose. Étape 3. Nous avons ensuite une troisième couche identique aux précédentes, dont chaque sphère va se placer dans un creux de la seconde couche. L'animation suivante vous illustre la seconde couche et ses creux. On distingue deux types de creux au niveau de la seconde couche, matérialisés par les symboles en triangle plein bleu. L'un concerne les creux situés à la verticale du centre d'une sphère de la première couche, ce qui conduit à une structure hexagonale compacte. L'autre concerne les creux situés à la verticale d'un creux de la première couche, ce qui conduit à une structure cubique à face centrée. On le voit, l'orientation vers chacun des deux types de structures compactes, hexagonale compacte et cubique face centrée, dépend donc du type de creux
de la deuxième couche occupée par les sphères de la troisième couche. Voici la disposition de sphères des trois couches traduisant une structure hexagonale compacte. En modèle éclaté, on voit bien la structure hexagonale compacte. Les sphères de la première et troisième couche, représentées par des cercles noirs plans, définissent un prisme droit à base hexagonale, avec une sphère au centre. Chaque base hexagonale peut être subdivisée en 6 triangles équilatéraux. Dans le plan médian, c'est-à-dire celui de la deuxième couche, un triangle équilatéral sur 2 est occupé en son centre par une sphère, cercle creux, de la deuxième couche, ce qui traduit la position de sphère de la deuxième couche dans les creux de la première couche. On définit dans la structure hexagonale compacte 2 types de lacunes. Une lacune tétraédrique matérialisée par la figure, par les 3 sphères de la troisième couche et une sphère de la deuxième couche, comme on vient de le voir dans l'animation. Une lacune octaédrique est représentée reposant donc sur 3 sphères de la deuxième couche et 3 sphères de la troisième couche, comme l'illustre l'animation que vous venez de voir. Voici la disposition de sphères des 3 couches traduisant une structure cubique à face centrée. Les sphères de la troisième couche se placent dans les creux de la deuxième couche qui sont à la verticale des creux de la première couche. On obtient une succession de couches A, B, C, A, B, C, A, B, C, etc. Dans une maille cubique à face centrée, on peut distinguer sur les figures qui suivent les couches A, B et C. Sur la première figure en bas, suivant la diagonale de la gauche vers là-haut à droite, on voit bien la sphère noire qui matérialise la couche A, le groupe de sphères qui suit ensuite la couche B, et enfin le groupe de sphères qui suit ensuite la couche C. On a donc A, B, C, ensuite A qui se répète, on voit la sphère noire là qui représente la couche A. La mise en évidence de sphères définissant un hexagone régulier où les sphères de part et d'autre sont sur les verticales de creux de l'hexagone régulier. Cela peut s'observer sur la seconde figure où est mise en évidence la maille cubique. Et donc, le disque hexagone est en plein noir, avec une sphère en son centre et 6 sphères sur la périphérie. Vous pouvez bien voir sur la seconde figure. Enfin, sur la dernière figure, on voit bien matérialiser les lacunes tétraédriques et octaédriques. Une lacune tétraédrique et une lacune octaédrique. Dans chacun des 2 réseaux compacts, c'est-à-dire cubique face centrée et hexagonal compact, si nous avons X atomes, on dénombrera 2X
sites tétraédriques et X sites octaédriques. La lacune octaédrique est définie par 3 sphères tangentes d'un plan et 3 autres sphères tangentes d'un plan inférieur ou supérieur, comme dit précédemment. Quant à la lacune tétraédrique, elle est définie par une sphère d'un plan et 3 sphères tangentes d'un plan inférieur ou supérieur. Vous pouvez vous référer aux images précédentes pour approfondir, si besoin est, la compréhension. Voici présentée une maille de structure quasi compacte, la structure cubique centrée. Chaque motif, les atomes, est entouré de 8 autres. La coordination est donc de 8. On peut distinguer les sites octaédriques et les sites tétraédriques bien matérialisés sur la figure en faisant appel à partir d'une maille à une seconde maille. Ce qui veut dire que les sites tétraédriques et octaédriques dans une structure cubique centrée sont partagés l'un et l'autre entre 2 mailles. Les sites ou lacunes octaédriques et tétraédriques précédemment définis peuvent accueillir des particules, des atomes, des molécules ou ions par insertion. Donc ces lacunes peuvent accueillir des particules par insertion, à condition que ces particules aient la taille requise. Nous allons calculer pour les structures, les systèmes cubiques centrés et cubiques à face centrée, les tailles des lacunes octaédriques et tétraédriques. Commençons par la taille d'une lacune octaédrique dans le système cubique centré. Comme on le voit, avec les motifs représentés par les points clignotants jaunes, la lacune octaédrique se trouve de part et d'autre d'une face de la maille cubique, la face de la maille étant son plan médian. Le plan médian de la lacune, je veux dire. La particule devant occuper la lacune doit donc contenir sur la face de la maille et dans la verticale à cette même face. L'espace libre sur la face est donc l'espace disponible sur la diagonale de la face de la maille, c'est-à-dire à racine de 2, ôté des rayons des 2 motifs à chaque extrémité de la diagonale, c'est-à-dire 2R. La dimension de l'espace libre sur une face est donc A racine de 2 moins 2R. Le rayon de la particule d'insertion doit donc être inférieur à la moitié de cette quantité, parce que cette quantité définissait la dimension de la particule. Et donc cette dimension est matérialisée représente donc le diamètre de la particule. Et donc le rayon de la particule en question doit donc être la moitié de cette quantité. La lacune octaédrique étant répartie de part et d'autre d'une face de la maille, la verticale à la face a pour dimension la mesure de l'arête. Ce qui fait que l'espace libre suivant cette portion aura pour dimension, suivant
la verticale à la face, aura pour dimension A-2R. A-2R. Le rayon de la particule d'insertion doit donc être inférieur à la moitié de cette quantité. Alors, qui pouvant entrer, juste pour l'image, qui pouvant entrer dans une boîte d'allumettes peut entrer dans une plus grosse boîte. On retient que la taille de la particule, la taille du rayon de la particule X d'insertion doit être inférieure à la plus petite des quantités, c'est-à-dire des espaces libres qu'on vient donc de définir précédemment. On retient le rayon Rx inférieur à A doit être donc inférieur à A sur 2 moins R, c'est-à-dire la plus petite des quantités, enfin des espaces définis précédemment. Cette valeur-là. Remplaçons R, le rayon du motif de la maille, par son expression, de sorte à définir Rx, le rayon de la particule X, en fonction de la valeur de du paramètre de la maille A. Considérons la diagonale de la maille cubique. Elle passe par trois motifs. Elle passe par trois motifs, dont l'un, la diagonale de la maille cubique, elle passe par trois motifs, dont l'un au centre du cube, dont l'un est au centre du cube. Les trois motifs de la diagonale du cube sont tangents. Au vu, une vue de dessus du plan diagonal montre que la diagonale de la maille, c'est-à-dire celle du cube donc, mesure 4R. Cela mesure 4R. On voit une particule au centre et deux autres particules de part et d'autre, ça vaut 4R. Alors, et vaut aussi la valeur de A racine 2. Cette diagonale mesure 4R et vaut A racine de 2 en appliquant le théorème de Pythagore sur la figure que voici. On pose donc 4R égale A racine de 2. Ce que vous pouvez retrouver en appliquant le théorème de Pythagore, niveau de classe de 3e secondaire. Alors, de cette relation, on tire l'expression de R et l'on trouve Rx inférieur ou égal à 1 moins racine de 3 sur 2. Voici la condition que doit respecter le rayon de la particule X devant s'insérer dans la lacune octaédrique. Toujours dans un système cubique centré, la lacune tétraédrique est matérialisée par ces sommets représentés par les motifs de couleur jaune clignotant, comme vous voyez sur la figure. Un raisonnement analogue au précédent nous conduit à la condition d'insertion suivante. La particule X d'insertion du rayon R, le rayon R de la particule X d'insertion doit être inférieur ou égal à A sur 4, facteur de racine de 5 moins racine de 3. Vous devez vous exercer à démontrer cette relation dans le wiki de cette section de cours dans le cadre d'un travail de groupe. Dans le système cubique à face centrée, dans un raisonnement analogue au précédent, on trouve comme condition d'insertion
Rx inférieur ou égal à A sur 2, facteur de 1 moins racine de 2 sur 2 pour la lacune octaédrique, et Rx inférieur ou égal à A sur 4, facteur de racine de 3 moins racine de 2 pour la lacune tétraédrique. Vous vous exercerez à démontrer cette relation dans le wiki de cette section dans le cadre d'un travail de groupe. Nous voici donc au terme de la section 2 du cours. La section 3 portera sur la description sculpturale de composés ioniques. Veuillez à effectuer les tests formatifs et les travaux d'équipe disponibles sur votre plateforme. Je vous remercie.